Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Au sommaire, le chef de l'État a reçu une délégation éthiopienne de haut niveau. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui donc au palais présidentiel une délégation éthiopienne conduite par le ministre donc, éthiopien de l'économie et des finances, Ahmed Shide. Et l'Inde a officiellement dépassé les 100 000 morts dus au coronavirus, pendant qu'en Europe, Madrid se retrouvait en bouclage partiel. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le Gotha de la finance et de l'économie éthiopienne aujourd'hui, en fin de matinée au palais de la présidence. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant la volonté commune de renforcer les consultations et la coopération entre les deux pays, en intensifiant notamment les échanges de visites entre responsables, en œuvrant à établir ainsi qu'en mettant à contribution les importantes opportunités de partenariat qu'offrent les économies. En d'autres termes, s'impliquer fortement dans investir dans les secteurs importants pour un meilleur développement économique. Ces délégations, avec à sa tête le ministre des Finances éthiopien, Ahmed Shide, étaient composées du ministre du Commerce et de l'Industrie, Melakou Alebel, le gouverneur de la Banque centrale de l'Éthiopie, Dr Yinager Dessé, et M. Gilma Birou et Teklewold Atnafi, tous deux donc conseillers économiques du Premier ministre, accompagnés de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, M. Birhanu Tesgaï. Côté djiboutien, outre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, le président des ports et des zones franches, Aboubakar Hadi, le conseiller économique du président Mohamed Qayad Sikiye et le secrétaire général de la présidence, ainsi que le ministre de l'économie et des transports en préparent à cette rencontre. Le ministre des Finances éthiopien a, à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, rappelé que la République de Djibouti et la République démocratique et fédérale d'Éthiopie entretiennent des partenariats stratégiques qui reposent sur le principe gagnant-gagnant dans la quasi-totalité des secteurs porteurs de développement, tant et si bien que les deux pays constituent un modèle d'intégration économique au niveau régional et continental. Plus loin, le ministre Shide a déclaré qu'afin de mieux réaliser une meilleure croissance forte, il faut multiplier les investissements et le renforcement des projets d'infrastructures pour une hausse des activités commerciales. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre djiboutien de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale. L'Éthiopie partagent une longue histoire et des relations exceptionnelles sont entretenues depuis toujours. Et vous savez également que depuis de longues années maintenant, depuis l'avènement du président Ismaël au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a énormément d'investissements qui sont réalisés d'un côté comme de l'autre des frontières pour créer cette synergie sur le plan économique, en plus des relations peuple à peuple qui étaient excellentes. Donc ces investissements lourds sont investis ensemble entre nous-mêmes et la République fédérale démocratique de l'Éthiopie. C'est ce qui a fait que des consultations doivent être régulières pour faire en sorte à ce que nous puissions avoir les fruits de tous ces investissements qui sont faits. Donc la visite de ce jour portait sur ce qui concerne l'amélioration et le renforcement de tout ce qui est système de gestion de notre économie conjointe. En d'autres termes, il y a eu à peu près 10 milliards de dollars investis entre nos deux pays pour les lier sur le plan du chemin de fer, sur le plan du câble de fibre optique, sur le plan électricité, sur le plan eau et également les pipelines gaziers et autres qui vont venir. Maintenant, tous ces milliards investis, comment les rendre beaucoup plus efficaces, comment faire créer beaucoup d'emplois et beaucoup de richesses pour nos deux pays. C'est le dialogue stratégique qu'on a eu hier. C'est ce que le président vient de réitérer. Son engagement à également supporter l'Éthiopie pour son développement. Parce que la transformation et le développement de l'Éthiopie ne serait pas possible si
les ports de Djibouti et le corridor de Djibouti n'ont pas été efficaces. Donc c'est toute cette démarche stratégique qu'on a eue. Et donc c'était l'occasion, de façon régulière, on a nos réunions bilatérales, formelles sur le plan diplomatique, mais nous avons également des réunions stratégiques de ce type que nous avons, sachant que les membres de la délégation, c'est les membres au plus haut niveau en l'absence de Premier ministre. C'est les principaux 6 membres qui, vraiment, on peut dire, prennent les décisions sur le plan socio-économique. On appelle ça le comité macroéconomique, le comité national macroéconomique. C'est à peu près ce que nous avons à Djibouti comme le Djibouti Development Board au niveau de la présidence. Et justement, donc, la délégation a entamé sa visite de travail hier par une réunion bilatérale avec la partie djiboutienne. La réunion, qui a duré 3 heures, était co-présidée par les 2 ministres de l'économie et des finances des 2 pays, en l'occurrence Ilyas Moussa Douale et Ahmed Chideh. L'objet de la réunion de travail entre les 2 pays portait sur l'évaluation de l'état du partenariat stratégique entre les 2 parties et sur les voies et moyens de résoudre les difficultés afin de consolider leurs relations économiques. Les discussions ont porté sur les infrastructures de transport et de logistique, mais également sur la coopération financière et monétaire. Il convient de rappeler que la coopération économique et commerciale djibouto-éthiopienne s'est intensifiée et approfondie ces 25 dernières années au point de devenir une référence dans le continent. En abordant un par un les points à l'ordre du jour, les 2 délégations ont constaté que leur relation est au beau fixe, hormis quelques difficultés temporaires qui seront levées par des rencontres techniques dans les jours à venir. Eu égard à cette intégration de grande ampleur, les 2 pays ont adopté la coutume de partager les informations sur les nouvelles mesures de politique et pratique économique et de discuter de leurs impacts sur la teneur de leur partenariat. La nouveauté est qu'en cette année 2020, l'Éthiopie a introduit des nouveaux billets dans son système bancaire et place ainsi les anciens billets qui ne seront plus valides à compter du 1er janvier 2021. Les opérateurs djiboutiens sont des usagers de la monnaie éthiopienne, même si elle n'a pas de convertibilité officielle avec le franc djiboutien. L'utilisation du birr éthiopien est tolérée par les 2 pays, essentiellement au PK12 à cause de leur interdépendance économique et commerciale. L'introduction des nouveaux billets à Djibouti ne créera pas des difficultés manifestes, mais il faut que les 2 pays trouvent un mécanisme pour que les détenteurs djiboutiens des anciens birrs puissent les échanger avec les nouveaux. La piste de la banque commerciale éthiopienne, basée à Djibouti, comme acteur, semble avoir été privilégiée par les 2 parties. La délégation éthiopienne a également donc visité les différents ports de Djibouti. Information que vous aurez dans nos prochaines éditions. Le gouvernement soudanais et les représentants du Front révolutionnaire du Soudan, une alliance de 5 groupes rebelles, ont signé hier à Djouba un accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Le président de la République, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, a été accueilli hier par le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, et de hauts responsables du pays. Une réunion entre le chef de l'État djiboutien et Salva Kiir a suivi les honneurs. Les pays riverains du Soudan, le président tchadien Idriss Déby, le premier ministre égyptien Mustafa Madbouli ont préparé la cérémonie de signature de cet accord. À noter aussi la participation à cette cérémonie des chefs d'État des pays membres de l'IGAD dans l'Éthiopie, représentés par sa présidente, ainsi que les partenaires au développement du Soudan dans le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar étaient également présents à cette cérémonie. Des cris de joie ont salué chacun des représentants du gouvernement de transition soudanais et du Front révolutionnaire du Soudan, une alliance donc de 5 groupes rebelles issus du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu venu signer en grande pompe un texte paraphé le 31 août dernier. La cérémonie s'est donc déroulée à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, pays dont les dirigeants ont combattu durant environ 3 décennies, ceux de Khartoum avant d'obtenir leur indépendance en 2011, au terme d'une guerre qui a fait 2 millions de morts et 4 millions de déplacés.
Le Soudan du Sud a été en proie à ces conflits alors qu'il faisait encore partie du Soudan jusqu'en juillet 2011. La guerre pour l'indépendance a duré près de 20 ans avant que le Soudan du Sud ne devienne la plus jeune nation du monde. Mais d'autres conflits, pour la plupart étroitement liés, se sont poursuivis au Soudan, notamment au Darfour occidental, avec des guerres de nature tribale. Dans une allocution faite à la tribune de cette cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est dit ravi d'assister à cette cérémonie de signature d'accord de paix historique qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Le discours du président de la République nous a été traduit par Mohamed Abdelrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand plaisir de participer à cette importante occasion qui ouvre la voie à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans toutes les régions de la République frère du Soudan. Nous félicitons le peuple soudanais et ses dirigeants pour cette réalisation historique qui marque le début d'une nouvelle ère pour le Soudan. Permettez-moi de souligner que le Soudan était le cœur battant du continent africain pour sa position géostratégique et de son histoire importante et de sa riche histoire dans les couloirs de l'Union africaine. Ainsi, il occupe une place de premier plan dans le monde arabe et islamique. Il est important de rappeler que la sécurité et la stabilité du Soudan concernent tout le monde. Le Soudan, frère, malheureusement, souffre depuis longtemps du fléau de la guerre civile, des conflits internes et des divisions qui ont provoqué une profonde fracture sociale et en même temps perturbé le processus de développement du pays. Le moment est venu pour le Soudan et son peuple de jouir de la stabilité après de longues souffrances en soulignant que la signature de l'accord expliquant que cette réunion représentait le meilleur témoignage de la réalisation d'un rêve tant attendu par le Soudan, dans lequel la citoyenneté est la base pour obtenir des droits et remplir des devoirs. Enfin, nous félicitons le Soudan pour cet accord historique et invitons le reste des mouvements à se joindre au processus de paix. Enfin, nous félicitons également le président Salva Kiir et son gouvernement pour la médiation et leur grand rôle dans la réconciliation des parties soudanaises qui a conduit à ce moment historique. Dans l'actualité également, les festivités marquant le 151e anniversaire du père de la nation indienne, le Mahatma Gandhi, ont commencé vendredi avec l'organisation de plusieurs cérémonies virtuelles à travers le pays. À Djibouti, cet anniversaire a été célébré en grande pompe en présence de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, la maire de Djibouti, Fatma Al Osman, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, et le commandant de la garde-côte, le colonel Wassam Al-Baghré. La cérémonie a débuté par l'hymne national des deux pays et les officiels sont ensuite mis à prononcer leur discours officiel. حفلة المانتا Et de là, nous passons à ce qui domine, avant de passer à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, dans une seconde partie, lors de cette cérémonie marquant le 151e anniversaire du père de la nation indienne, les officiels composés de Madame le maire de Djibouti, Fatma Al Osman, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et le commandant de la garde-côte ont participé à une plantation d'arbres en guise de fraternité. La plantation d'arbres est un acte essentiel qui symbolise la vie et l'amour, ont-ils indiqué. Et donc de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Des nouvelles frappes suivies d'explosions ont secoué aujourd'hui la principale ville de la région indépendantiste du Karabagh, en proie à un conflit entre séparatistes arméniens et forces azerbaïdjanaises. Le ministère des Affaires étrangères de la République autoproclamée a indiqué qu'il s'agissait de tirs de roquettes. Ces derniers jours, la ville a essuyé de nombreux bombardements de ce type, forçant la population à se terrer dans les caves et les abris. À l'étranger toujours, je vous le disais en titre, l'Inde a officiellement dépassé les 100 000 morts dus au coronavirus pendant qu'en Europe, Madrid se retrouvait en bouclage partiel. En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec 1,3 milliard d'habitants, 100 842 décès
ont été enregistrés selon le ministère indien de la Santé, ce qui l'a fait figurer à la 3e place pour le nombre des morts derrière les États-Unis et le Brésil. En Europe, le virus prend à nouveau depuis le mois dernier des proportions inquiétantes. Il y a quelques jours, les autorités françaises ont annoncé pour Paris de probables mesures plus restrictives à partir de demain. Et c'est ainsi que prend fin l'essentiel de l'actualité de ce 4 octobre 2020. Merci à vous de l'avoir suivi. إن الصلاة